Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit où nous allons cette semaine évoquer la vie et l'œuvre d'un homme politique important des dernières décennies du XXe siècle, Charles Pasqua, dont on se souvient comme ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, lors de la commémoration du 30e anniversaire de la prise d'otage de Marignane, on a eu l'occasion de revoir un petit peu l'action qu'il a pu mener, notamment lors des opérations du GIGN. On peut se souvenir également de Charles Pasqua dans ses relations contrastées et compliquées avec Jacques Chirac. Et puis ceux qui habitent dans les Hauts-de-Seine se souviendront peut-être de lui et de son action dans ce département qu'il a conquis sur la gauche et qu'il a contribué à transformer. Ce n'est pas le personnage qui est le plus en vue ou qui est au premier plan, mais qui a été constamment dans les allées du pouvoir pendant une trentaine d'années. Et pour évoquer Charles Pasqua, je reçois cette semaine Pierre Mananti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de revenir à notre micro. On avait eu l'occasion il y a quelques mois de consacrer une émission au baron du gaullisme, qui était le titre de votre précédent ouvrage. Et donc vous consacrez la première biographie à Charles Pasqua, qui est parue chez Passé Composé. Première biographie d'un homme au parcours, on va le voir, assez atypique, parce qu'il a débuté de rien. Et puis il est monté jusqu'au sommet des échelons du pouvoir. Commençons peut-être par ses origines. On a l'image d'un Pasqua qui vient entre Marseille et la Corse, qui sort un petit peu de nulle part. Il n'a pas fait le cursus honorum des grandes études, c'est pas un haut fonctionnaire. C'est quelqu'un qui s'est formé d'abord dans la résistance et ensuite dans les petits boulots et les petits emplois. Oui, et c'est ce qui fait partie du charme du personnage quand on en parle et quand on le dépeint. C'est, vous l'avez dit, ce n'est pas un pur produit du monde politique. Jean Foyer, qui avait été garde des Sceaux du général de Gaulle, disait d'ailleurs que après les années 70, Charles Pasqua était un peu une catégorie à part. Il n'avait pas fait l'ENA, il n'était pas haut fonctionnaire, il était un des derniers représentants de ce que pouvait être la politique sous la 3e ou la 4e République, au sens engagement sociologique des militants et des politiques. Alors c'est un enfant de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Ses parents sont tous les deux d'origine corse. Il grandit en Provence, une Provence qui lui est très chère et qu'il ne quittera d'ailleurs qu'à 25 ans. Et il a un début de vie très marqué par la guerre, comme beaucoup de gens de sa génération. Il est né en 1927. Son père, ses oncles, son frère sont engagés dans la résistance. Il s'y engage lui-même alors qu'il n'a que 15-16 ans et il commet quelques actes héroïques à l'époque. Il va s'engager notamment au moment du débarquement en Provence en accompagnant les troupes alliées. Il va continuer à se battre jusqu'au mois de septembre, y compris parfois en prenant des risques fous. Mais ça n'est pas quelqu'un qui a eu ni une scolarité brillante, ni un début de parcours extraordinaire. Il rate d'ailleurs ses études, il arrête des études de droit qu'il avait commencé à Nice, et il enchaîne les petits boulots. On le voit plagiste, on le voit décharger des camions de cigarettes, il ouvre à un moment une agence de détective privé, ce qui fait sourire quand on se souvient, vous l'avez rappelé, qu'il a été ministre de l'Intérieur. Et puis le grand déclic de sa carrière, dans les années 1950, grâce à son père, il va vivre à Marseille, et il rencontre un certain Paul Ricard, qui se met à vendre un pastis qui est de son nom, le pastis Ricard. Et Paul Ricard lui dit « J'aimerais bien qu'à mes côtés, vous occupiez du marché de Marseille ». Et année après année, des années 1950, de 53 à 54 jusqu'en 1968, Charles Pasqua va patiemment, lentement, gravir un à un les échelons, et de tout en bas de l'échelle, il va arriver au poste de numéro 2 de l'entreprise parce qu'il va innover, proposer des idées nouvelles, faire parfois la une des médias avec des concepts très originaux. Au moment de la crise du canal de Suez, il propose de transporter du Ricard de Marseille à Paris à dos de chameau. Ça ne s'invente pas, il y a des photos, des vidéos de l'époque qui sont vraiment truculentes. Et le personnage commence à gagner à travers cette décennie Ricard, ces 15 ans qu'il passe auprès de Paul Ricard, ses lettres de noblesse. Donc finalement, il s'est formé dans le monde de l'entreprise, ce qui est assez aussi un profil original par rapport à d'autres hommes politiques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, son premier engagement politique, c'est une candidature à la Chambre de commerce de Marseille en 1964. Donc, il n'arrive pas par une mairie, une députation. C'est vraiment le monde de l'entreprise qui l'amène à la politique. Alors, il fréquente depuis de nombreuses années le RPF, le Rassemblement du peuple français, le parti du général de Gaulle, dont il est un militant de base. Je dis le mot sans mépris, mais parce qu'il n'a pas de responsabilité particulière. Il est plutôt un des gros bras du parti. On le voit souvent dans les affrontements de rue avec les communistes, dans la sécurisation des meetings et rassemblements. Et l'entreprise et ses fonctions dans l'entreprise vont le faire acquérir une certaine notabilité. Là, on se pose la question, mais pourquoi ne se présenterait-il pas à une députation ?
Et puis partant vivre à Paris, où ses nouvelles fonctions chez Ricard, de numéro 2 de l'entreprise, l'amènent à être plus souvent qu'à Marseille, c'est là vraiment que naît son engagement et qu'il se fait élire pour la première fois en 1968 dans les Hauts-de-Seine. Le Marseille de l'époque, c'est un Marseille très communiste. La CGT a un rôle important. Il y a Gaston Defferre, c'est un bastion de la gauche, Marseille. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que les premières armes politiques de Charles Pasqua, qu'il fait auprès d'un certain Joseph Comiti, grande figure gaulliste du monde marseillais, sont difficiles et sont pénibles. Marseille est tenue par la gauche socialiste avec Gaston Defferre. La CGT y est très présente sur le port, comme vous le rappeliez. Et les débuts vont être chaotiques. Je raconte dans le livre comment il échappe d'ailleurs avec un jeune qui l'accompagne, qui aura une carrière politique, qui s'appelle Patrick Ollier, comment tous les deux échappent à un attentat à la bombe. C'est aussi l'époque où l'OAS, les ultras de l'Algérie française, continuent d'attaquer les gaullistes. Donc il est un petit peu cerné de toutes parts. C'est un écosystème difficile pour y faire son nid, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne s'implante pas ni dans les Alpes-Maritimes ni dans les Bouches-du-Rhône, parce que le terreau n'y est pas favorable, alors qu'en région parisienne, on lui trouve une circonscription qu'on pense d'amende perdue. Les Hauts-de-Seine étant à l'époque un bastion de la gauche, mais Charles Pasqua va participer avec d'autres hommes de sa génération, Albin Chalandon, Pierre Mazot, à justement créer une ambassade gaulliste dans les Hauts-de-Seine. Alors c'est intéressant le cas des Hauts-de-Seine parce qu'effectivement aujourd'hui c'est vraiment le bastion de la droite. D'ailleurs ça fournit notamment un président de la République avec Nicolas Sarkozy. Or ça n'a pas toujours été le cas. Le Valois par exemple, ville aujourd'hui cossue et bien inscrite à droite, a été prise par Patrick Balkany qui a complètement transformé la ville, et donc effectivement il est pas envoyé dans une circonscription facile. On l'envoie dans un endroit où il y a une terre à conquérir. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, vous avez cité deux noms de personnalités qui sont ce qu'on appelle des Pasqua Boys, des jeunes qui ont grandi dans le sillage de Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany. En réalité, lorsque Charles Pasqua est envoyé dans les Hauts-de-Seine en 1968, on est au lendemain de la crise de mai 68. Le général de Gaulle décide de dissoudre l'Assemblée nationale, de nouvelles élections ont lieu au mois de juin, et pour remercier Charles Pasqua, un jeune, je mets des guillemets autour du mot jeune, il a déjà 40 ans, mais enfin un jeune par rapport à ce que peuvent être des vieux résistants et des grands barons du gaullisme qui entourent le général de Gaulle. Il a notamment participé à organiser la manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées, 1 million de personnes réunies fin mai en soutien au général de Gaulle. Et bien qu'il soit membre du SAC, le service d'action civique, la police parallèle du gaullisme, les gros bras du parti, on accepte exceptionnellement que Charles Pasqua puisse être candidat à la députation. Alors que jusqu'à présent, on a vraiment fait la distinction entre le parti et sa sécurité, c'est-à-dire le SAC. Donc Charles Pasqua est un peu une exception en 68, et bon, tant qu'à faire une exception, autant l'envoyer dans un territoire difficile. On l'envoie effectivement dans les Hauts-de-Seine, qui est un territoire communiste. Il y fait vraiment une campagne de terrain, il y fait venir des amis marseillais, des amis du SAC, des jeunes militants gaullistes. Il renouvelle un petit peu les pratiques politiques dans le département, ce qui ne se fait pas sans violence. Et il va s'y enraciner puisqu'il va rester ensuite député, puis sénateur, puis président du Conseil général jusqu'en 2004, passant la main à un certain Nicolas Sarkozy, qui commence alors l'ascension qu'on lui connaît avec son élection en 2007. Et Charles Pasqua va former toute une génération dans les Hauts-de-Seine. Quelqu'un comme Jean-Jacques Guillet, quelqu'un comme Alain Robert, quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, tous ces gens-là, Philippe Pemzec, tous ces gens-là vont être élus avec l'assentiment sous le parrainage de Charles Pasqua et constituer un petit peu ses troupes. Au point qu'on parle parfois de baron ou d'empereur des Hauts-de-Seine quand on essaie d'évoquer l'empreinte que Charles Pasqua a laissée sur ce département. Oui, il a formé toute une génération, qui d'ailleurs pour certains sont encore avec des responsabilités. C'est un trait de caractère du personnage qui est assez intéressant. Lorsque j'ai voulu m'intéresser à lui, commencer cette biographie, j'avais une image un petit peu simpliste, erronée d'ailleurs, du personnage qu'on voit comme un homme de l'ombre, un parrain de la droite, condamné dans différentes affaires, certes stratège brillant, qui a accompagné de nombreuses personnalités politiques, et d'abord Chirac, mais un homme trouble, sulfureux. En réalité, quand on creuse le personnage, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette biographie, c'est un homme qui aime s'entourer de jeunes, qui aime donner leur chance aux gens, qui croit aux jeunes espoirs. Et on voit à travers toute sa carrière qu'il a su, ce qu'on a appelé les réseaux Pasqua, s'entourer de gens auxquels il a fait confiance, qu'il a fait monter, et puis qui ont eu des responsabilités jusqu'au plus haut niveau de l'État. Vous avez évoqué le SAC. Quel est son lien exact? Parce que là aussi, autour du SAC, il y a quand même une image assez sulfureuse. Le mouvement a ensuite été dissous lorsque François Mitterrand devient président de la République. C'est à la fois un service d'ordre, mais il y a aussi des choses pas toujours très nettes autour du SAC.
Oui, alors, le SAC, d'abord, c'est, dans sa forme initiale, le service d'ordre du Parti gaulliste, comme il y avait un service d'ordre du RPF qui n'avait pas le même nom. Et donc, c'est d'abord des militants chargés d'encadrer les meetings, d'éviter les perturbations, de filtrer les entrées, de vérifier que personne ne vient avec des armes. On est à l'époque, dans les années 60-70, où il y a encore des incidents avec des candidats qui meurent lors des élections législatives parce qu'ils sont assassinés. Hein. Il y a eu un niveau de violence politique jusque dans les années 70. Et tout doucement, cette organisation, qui devient une organisation massive, avec plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui maillent le territoire, s'impose rapidement comme le bras armé du parti lorsqu'il faut aller tracter, coller des affiches, encadrer les candidats. Et donc de service d'ordre, le SAC passe vraiment d'une antenne, d'une succursale du parti politique, avec des gens qui ont des responsabilités, qui ont des accès au pouvoir, qui sont dans les cabinets ministériels, qui pour certains deviennent députés. Je pense à Charles Pasqua qu'on vient d'évoquer, je pense à Jacques Godefroy qui a été plus tard ministre de la Coopération. Donc le SAC devient vraiment une écurie politique à ce moment-là. Et puis, pourquoi le SAC a cette terrible réputation ? Parce que un certain nombre d'éléments, avec les yeux fermés des plus hautes autorités du SAC, et ça François Odigier, qui est un historien qui a écrit une histoire du SAC, l'a bien montré il y a quelques années déjà, avec le regard détourné des hautes autorités du SAC, un certain nombre d'éléments vont magouiller dans des affaires de vol, de banditisme, de trafic de drogue, et l'ensemble du service d'action civique va se retrouver épinglé. Et donc, Pasqua, éminente figure du SAC, se trouve lui aussi avec ce boulet au pied qu'est cette réputation sulfureuse du service d'action civique et de la police parallèle du gaullisme. Mais ce qui est intéressant et que j'ai essayé de démontrer dans le livre, c'est que Pasqua, qui s'est souvent revendiqué être un membre fondateur du SAC, ne l'est pas. Il ne l'est pas, il entre en fait au SAC en 1962, il entre dans les instances nationales en 1965, alors que le SAC est créé en décembre 58, janvier 59. Donc là, tout un tas de questions se posent. Pourquoi Pasqua ment ? Pourquoi le laisse-t-on dire qu'il est un des membres fondateurs du SAC ? Qui est-ce que ça arrange ? Et toutes ces questions, j'ai essayé d'y répondre dans le livre, et j'invite les auditeurs curieux à s'y plonger. Et puis, autre chose, vous avez effectivement rappelé que François Mitterrand dissout le SAC après la tuerie d'Oriol en 1983, donc après son accession à l'Élysée en 81. La tuerie d'Oriol, c'est un drame terrible qui se passe dans les Bouches-du-Rhône où deux clans rivaux du SAC de Marseille se liquident entre eux et une famille entière est passée par les armes dans des circonstances terribles. Et devant ce niveau de violence inouïe, François Mitterrand décide de dissoudre cette officine qu'est le SAC. Et on y associe beaucoup Charles Pasqua jusqu'à la fin. Mais Charles Pasqua est en réalité exclu du SAC dès 1969. Et là encore, pourquoi Charles Pasqua est-il exclu du SAC ? Pourquoi continue-t-il d'y faire référence ? Est-ce que tout en étant exclu du SAC, ses fonctions au sein de la droite, et notamment auprès de Chirac, font qu'il continue à y avoir une autre main ? C'est toutes ces questions que j'ai voulu aborder dans le livre et que j'ai pu avoir la chance d'aborder parce que sa famille m'a laissé étudier, regarder, parcourir pour la première fois les archives de Charles Pasqua, qui étaient restées sous scellés depuis sa mort en 2015 et qui comprenaient notamment un très grand nombre de documents sur ses activités au sein du SAC. Alors, c'est les questions que j'allais vous poser parce que quand un historien travaille sur des sources et des archives, et évidemment les personnages récents, c'est peut-être plus compliqué d'avoir accès aux archives. Donc là, vous avez pu accéder à des archives personnelles, des documents, des carnets, des notes, c'est extrêmement précieux. Alors ça ne l'est et ça ne l'est pas difficile. Pourquoi ? Parce que depuis Valéry Giscard d'Estaing, les personnalités politiques qui ont eu des responsabilités nationales, qui ont donc été ministres, ont eu l'obligation de déposer aux archives nationales, après leur départ des ministères, leurs archives. Avant Valéry Giscard d'Estaing, vous pouviez avoir un ministre qui partait avec ses archives, et donc de là, difficulté à savoir, sauf legs de ses collaborateurs, sauf legs du ministre lui-même ou de sa famille, ce qu'il avait pu faire pendant l'exercice de ses missions. Là, on est effectivement sur un personnage qui a eu des responsabilités ministérielles bien après, 86, 88, 93, 95, ces deux passages place Beauvau. Et puis par ailleurs, on est sur un personnage qui a été très vocal dans la presse, qui a fait beaucoup d'interventions télévisées. Donc il y avait un matériau public très facilement accessible pour le curieux qui s'y intéressait. Là où il y a eu un vrai travail d'historien, c'est en effet sur deux matériaux. D'abord, ces archives publiques, mais restées sous scellé. Lorsque Charles Pasqua meurt, il laisse aux archives nationales ces archives, mais elles n'avaient jamais été consultées, puisqu'elles étaient conditionnées à un accord de sa famille. Donc là, il y avait énormément de cartons, de documents, et j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir, grâce aux archivistes des archives nationales, parcourir tous ces documents. Et puis, c'est une véritable enquête. J'ai rencontré et interviewé plus d'une cinquantaine de personnalités. Alors ça va des ministres, des collaborateurs, des officiers de sécurité, des élus locaux qui ont accompagné Charles Pasqua. Et au gré de ces enquêtes, on a pu également me remettre un certain nombre de documents qui ont constitué une base de données importante, notamment pour comprendre l'homme privé
que pouvait être Charles Pasqua. Et c'est vrai que j'ai des remerciements très, très particuliers pour la famille de Charles Pasqua, ses petits-fils, puisqu'ils m'ont notamment laissé consulter le journal de leur grand-mère, Jeanne Pasqua, l'épouse de Charles Pasqua. Et ça, c'était un document incroyable pour l'historien, parce que c'est le carnet de bord de l'épouse de Charles Pasqua, qui voit les choses d'un point de vue personnel, familial. Donc, ce succède, ce dimanche, on reçoit un tel de la famille, lundi prochain, je vais faire tel plat à cuisiner, et puis des analyses beaucoup plus politiques, parce qu'elle est dans l'intimité d'un homme d'État. Alors justement, cet homme d'État, il bascule avec Jacques Chirac, qu'il va soutenir avec le RPR. Comment se fait la rencontre entre les deux? Et est-ce que Charles Pasqua a contribué à l'accession de Jacques Chirac? Oui, alors c'est vraiment, c'est d'ailleurs comme ça que je le présente en quatrième de couverture du livre, le porte-flingue de Jacques Chirac. Et je crois que on ne peut pas lui accorder d'autres mots. C'est d'abord un de ceux qui font Jacques Chirac. Il le rencontre en 1965 par l'intermédiaire de Jacques Foccart, le monsieur France-Afrique du général de Gaulle, auquel j'avais consacré un portrait dans mes barons du gaullisme que vous évoquiez tout à l'heure. Jacques Foccart présente les deux hommes en 1965 et Charles Pasqua sont tout de suite chez Chirac une bête politique. Il veut l'accompagner, il veut l'aider. Et lorsque Chirac se présente en Corrèze en 1967, Charles Pasqua est à ses côtés, l'accompagne, l'encourage, le conseille, et puis il va ensuite ne jamais le lâcher. Jacques Chirac devient secrétaire d'État du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou, rompt avec Chaban en 1974, devient Premier ministre, et puis décide surtout en 1976 de créer son propre parti, le Rassemblement pour la République, le RPR. Et là, Charles Pasqua va être non seulement une pierre angulaire de ce RPR, mais aussi l'homme de main, le numéro 2 du parti, celui qui écrit les statuts, qui va construire des fédérations militantes, qui va accompagner Chirac dans ses déplacements. Il se rend irremplaçable. Et de 1976, lorsqu'ils créent ensemble le RPR, à 1995, lorsque les deux hommes vraiment se fâchent au moment de l'élection présidentielle 95, puisque Pasqua préfère Balladur à Chirac, ils vont être deux amis. Le terme de frère pourrait d'ailleurs être employé. Pasqua a plutôt le rôle de parrain, de père politique au début de la carrière, mais la différence d'âge des deux hommes fait qu'on a plutôt le sentiment d'un grand frère et d'un petit frère. Et leur relation sera d'ailleurs passionnée. Lorsqu'ils se disputent, c'est aussi parce qu'il y a une amitié de 20 ans, une relation presque familiale qui les unit, et que Charles Pasqua ne comprend pas parfois que Jacques Chirac ne veuille pas l'écouter, et ça sera le cas notamment dans les années 90, moment où les routes des deux hommes commencent à diverger, en particulier au moment du référendum de Maastricht en 92. Pourquoi est-ce que Pasqua a soutenu Balladur et plutôt que Chirac? Alors, il était ministre d'Édouard Balladur, ministre de l'Intérieur, mais enfin il aurait pu, avec d'autres, suivre Jacques Chirac. Je crois qu'il y a deux raisons sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, mais je vais vous livrer la mienne au bout d'un an et demi d'enquête sur le personnage et puis de rencontre de ceux qui l'entouraient. La première raison, c'est que Pasqua est très marqué par le comportement de Chirac sur Maastricht. Pourquoi ? Parce que alors que Séguin et Pasqua font le pari de s'opposer à Maastricht, de réunir une droite souverainiste marquée par le discours gaulliste sur l'Europe des nations, Chirac, qui pense plus long terme, qui ne veut pas se séparer des centristes européens, prend une position de neutralité. D'abord appel à l'abstention, et puis finalement appel à voter pour le référendum de Maastricht. Et Pasqua se sent trahi. Il estime que Jacques Chirac n'a pas eu le courage d'aller au bout de ses idées, et qu'un calcul politique et une alliance recherchée avec les centristes l'a finalement fait échouer à aller au bout de ce qui pouvait être. Et puis la deuxième raison, c'est que à la suite du référendum de Maastricht, Pasqua, justement, qui s'est opposé à Chirac, a pris un petit peu ses distances auprès de l'homme, et Chirac s'est entouré d'une nouvelle bande de fidèles, dans laquelle il y a des gens comme Jacques Toubon, Alain Juppé, qu'on va retrouver par la suite, et Pasqua se sent un petit peu exclu de ce club. Il est très meurtri, parce que lui, qui était dans le premier cercle, finalement, est repoussé au deuxième, voire au troisième cercle. Et dans sa décision de choisir Balladur, il y a bien sûr la conviction que Chirac va perdre parce qu'il n'est pas capable d'aller au bout de ses idées, mais il y a aussi et surtout, et pour moi c'est le premier élément, une blessure intime, une blessure personnelle. Il choisit Balladur par défaut, pour faire mal à Chirac, pour le blesser. Et pour moi, le signe le plus probant, c'est notamment le fait que lorsque Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle de 1995, les deux hommes se réconcilient en quelques semaines, là où Chirac a eu pour d'autres balladuriens,
je pense notamment à Nicolas Sarkozy, une détestation très longue et féroce, on pourrait même dire. Et il ne l'a pas reconduit dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Il a préféré Jean-Louis Debré. C'était parce qu'il était fâché ou parce qu'il avait promis le poste à Debré? Je pense d'abord que Debré fait partie justement de ce premier cercle avec Juppé, avec Toubon, qui de 92 à 95 forme vraiment la garde rapprochée de Chirac. Il avait envie d'avoir un fidèle auprès de lui dans un ministère sensible, là où il savait que Pasqua avait une liberté de ton particulier. Je vous partage avec les auditeurs cette anecdote que j'aime beaucoup. Lorsque François Mitterrand propose à Jacques Chirac de venir à Matignon en 86 comme Premier ministre de cohabitation, et il lui demande qui il va mettre à l'intérieur, et donc Chirac, je vais mettre Charles Pasqua, qui est un de mes fidèles, et Mitterrand lui dit, moi je n'ai pas de problème avec lui, mais vous, êtes-vous sûr de ne pas en avoir, car dès lors qu'il sera place Beauvau, il vous mettra sous écoute. Et ça commence à nourrir chez Chirac l'idée que Pasqua est un bon soldat, mais c'est aussi un franc-tireur qui va au bout de ses idées et qui est capable parfois de prendre des décisions déraisonnables, mais par respect pour ses convictions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a une espèce de légende de Charles Pasqua, parce que c'est un homme qui ne mâchait pas ses mots, parce que c'était un homme qui était fidèle à ses idées, parce que c'était un homme qui était capable, seul contre tous, de défendre ce qu'il pensait, quitte à se fâcher et quitte à perdre une élection. Et ça, Chirac, qui savait beaucoup plus négocier, parlementer, trouver le compromis, il avait un petit peu peur de ce côté querelleur, de ce côté franc-tireur que pouvait avoir Charles Pasqua, et il ne lui faisait plus forcément confiance à la fin de leur vie. Par ailleurs, Charles Pasqua avait déjà été 2 fois place Beauvau, 86, 88, 93, 95. Le poste où il aurait éventuellement pu être, c'était le poste de Premier ministre. Et d'ailleurs, Charles Pasqua était persuadé que en 97, si la droite avait gagné après la dissolution, c'est à lui que Jacques Chirac aurait fait appel. Le référendum de Maastricht en 92, ça a vraiment fracturé la droite, non? On a l'impression que c'est, même encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui demeure. Oui, parce que en réalité, en germe se pose la question, la droite doit-elle être une grande famille centriste, libérale, européenne, qui fusionne l'UDF giscardienne et le RPR chiracien? Et c'est la ligne qui a en effet été choisie et qui a donné naissance en 2002 à l'UMP. Ou la droite gaulliste doit-elle exister en blanc que telle? Doit-elle continuer à s'opposer à l'UDF? C'était la ligne qu'ont défendue Pasqua et Chirac de 76 à 92, finalement, un bloc gaulliste de droite, avec une droite sociale, une droite populaire, une droite souverainiste. Et au fond, Maastricht montre à Pasqua que Chirac, qui jusqu'à présent avait toujours défendu l'indépendance du RPR et une ligne souverainiste, il faut se rappeler qu'en 79, Chirac et Debré font une liste pour l'Europe des nations, qui s'appelle Défense des intérêts de la France en Europe, contre la liste de Simone Veil soutenue par Giscard d'Estaing et par Raymond Barre. Donc il y avait vraiment une politique d'indépendance du RPR. Et 92 marque pour Pasqua et pour beaucoup de gens à droite, finalement la création d'un grand magma dans lequel vont se retrouver le RPR et l'UDF, mais avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes conceptions sur l'économie, la société et l'Europe. Et ça va nourrir finalement une division qui a continué d'exister à droite et qui continue aujourd'hui encore d'exister à droite. Et puis il y a les européennes de 1999 avec l'association Pasqua-Villiers. Ce qui est intéressant, c'est que Philippe de Villiers vient de l'UDF. Il est centriste. Oui, alors on trouve chez les deux hommes ce qu'on a appelé le courant des rénovateurs. Philippe de Villiers fait partie de cette jeune génération qui, à l'UDF, dit il faut tourner la page de Valéry Giscard d'Estaing, il faut inventer une nouvelle EDF. Et puis Charles Pasqua, sans être lui-même un rénovateur, il a prédestiné la carrière et le parcours politique de beaucoup de ceux qui ont été les jeunes rénovateurs du RPR, qui ont voulu dire il faut aussi tourner la page de Chirac. Et donc se retrouvent ces deux hommes, Pasqua et Villiers, qui estiment que dans leur famille, il y a des hommes qui ont compté, Chirac et Giscard, qu'il faut dépasser et qu'il faut porter un nouveau discours. Et puis ils se retrouvent par ailleurs parce qu'ils ont partagé en 92 le combat commun contre Maastricht. En 94, bien que ministre de l'Intérieur, Pasqua a discrètement soutenu la liste souverainiste de Philippe de Villiers aux européennes. Et donc là, esprit libre, indépendant, de plus en plus distancié de sa famille qu'il accuse d'avoir tout fait pour perdre les élections législatives de 97, il prend le large, il part avec Philippe de Villiers, ils créent tous les deux une liste. Il espère au début y rallier Philippe Seguin qui, sans s'y rallier, va démissionner, il était la tête de liste du RPR, va abandonner cette tête de liste. Et Pasqua et Villiers vont faire un score incroyable et vont même dépasser en nombre de voix et en pourcentage le score de la liste RPR menée par un certain Nicolas Sarkozy. Donc là, c'est une sorte de renouveau de sa carrière, de rebond, parce qu'il montre que, en étant sorti du RPR et en ayant défendu ses idées jusqu'au bout,
il a gagné son pari politique en faisant mieux que le parti duquel il venait. Quelles sont ses relations avec Nicolas Sarkozy? Vous l'avez dit, il a contribué à le lancer. Pourtant, Sarkozy lui pique la mairie de Neuilly. Ensuite, il y a cette bataille en 99. Et finalement, on a l'impression qu'ils sont quand même plutôt restés en bons termes. C'est des relations en dents de scie. D'abord, il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, parmi ceux qui justement font vivre la mémoire de Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy s'exprime très régulièrement sur le sujet en disant tout ce qu'il doit à Charles Pasqua, combien cet homme politique a compté pour lui. Donc, en tout cas, à rebours, on a pour le coup vraiment une relation père-fils et un fils très honoré du rôle que le père a joué dans sa vie. C'est vrai que c'est Charles Pasqua qui lance Nicolas Sarkozy. Je le raconte dans le livre comment en 1975, il le fait intervenir à un congrès de l'UDR, donc le parti gaulliste qui précède le RPR, à Nice en 1975. Et puis, il va vraiment l'encourager à se présenter à Neuilly, il va le faire venir dans les petites équipes qu'il monte au RPR auprès de Jacques Chirac, mais Nicolas Sarkozy va le trahir une première fois en se présentant à Neuilly, dans des conditions que je raconte dans le livre, qui sont beaucoup plus compliquées que simplement lui pointer un coup de couteau dans le dos. En réalité, Pasqua ne fait pas l'unanimité, Nicolas Sarkozy voit sa chance, la saisit, se fait élire. Les deux hommes vont très vite se réconcilier puisque Nicolas Sarkozy était au cabinet de Charles Pasqua en 86 à l'intérieur, et puis en 88, Pasqua le soutient aux élections législatives. Donc vous voyez que Pasqua n'est pas un homme qui a la dent dure. Et puis à nouveau, ces relations ils vont se retrouver dans l'épopée d'abord de Balladur en 95, et puis les relations vont vraiment se tendre en 99, au moment où ils représentent deux familles politiques qui s'opposent radicalement. Et elles vont assez naturellement par la suite s'améliorer. Pourquoi ? Parce que Charles Pasqua, qui pense à un moment être candidat à l'élection présidentielle en 2002, ne l'est pas, par fidélité à sa famille, par loyauté à Jacques Chirac. Il choisit de ne pas aller à l'affrontement. Et il se présente aux élections européennes, mais il perd les élections européennes en 2004. Et Nicolas Sarkozy fait tout pour qu'il puisse devenir sénateur, qu'il ait une fin de carrière honorable au Palais du Luxembourg. Et effectivement, Charles Pasqua est élu sénateur des Hauts-de-Seine et lui rend d'une certaine manière la monnaie de sa pièce en le soutenant en 2007. Et puis même en 2015, au moment des primaires de la droite, quelques mois avant de mourir, Charles Pasqua prend la parole en disant qu'il soutient Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez que c'est vraiment une relation, j'utilisais le mot en dents de scie, on pourrait dire par éclipse. Il y a des moments où ils ont été vraiment comme deux amis, et puis d'autres où ils ont été deux adversaires farouches. On se souvient d'une des formules de Pasqua qui disait, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il faut terroriser les terroristes. Super formule. Oui. Et on voit qu'il avait le côté du publicitaire de Ricard, justement. Quel est son bilan, finalement, au ministère de l'Intérieur ? Parce que la sécurité, c'est un thème récurrent. On a l'impression que c'est chaque présidentielle, il y a chômage et sécurité. Ça fait presque 40 ans, plus de 40 ans que ce sont les thèmes qui reviennent. Ce Pasqua porte-flingue, policier, il a vraiment eu une action qu'on pourrait qualifier de positive comme ministre de l'Intérieur ? Oui, d'abord parce que il a été à une époque où la France subissait différentes vagues d'attentats terroristes. Il a été le ministre qui a lutté contre ces attentats sur le sol français. Vous avez rappelé Marignane tout à l'heure, avec les attentats fomentés par le GIA. Il a été aussi le ministre qui a rapatrié un certain nombre d'otages français qui étaient détenus à l'époque au Proche et au Moyen-Orient. Et donc il y a eu tout un travail d'ambassade, de négociation, de rapport de force pour sauver ces Français. Ça n'a quand même pas été anodin. Et puis, il a été un ministre qui, lors de ses 2 mandats, a fait des choses pour lutter contre l'immigration irrégulière, pour encadrer l'immigration. Et c'est aussi pour ça qu'il a gardé une image si positive à droite, parce que c'est un des derniers grands ministres de droite, peut-être le dernier grand ministre de droite, à avoir eu ce marqueur de la fermeté sur la sécurité et sur l'immigration. En même temps, et c'est intéressant, et vous l'avez rappelé, il y a un peu ce diptyque chômage-sécurité, c'est aussi un homme qui est persuadé que la droite ne peut réussir que s'il y a un discours social. Il est très marqué, notamment par l'influence qu'a sur lui Philippe Séguin, mais qu'ont aussi eu sur lui des gens comme Philippe de Chartres, un des gaullistes de gauche qui soutient Jacques Chirac dans l'aventure du RPR. Et il défend une politique de partage, de responsabilité des ouvriers dans les entreprises, d'aménagement du territoire. D'ailleurs, lorsqu'il est ministre d'État de Balladur, ministre de l'Intérieur, il est aussi ministre d'aménagement du territoire. Il a fait une grande loi, la loi Pasqua, sur l'aménagement du territoire pour réduire les disparités, retrouver de la concorde. Et on sent vraiment, pour répondre à votre question, le fil conducteur de sa carrière politique, c'est d'abord un homme amoureux de son pays, c'est un nationaliste au sens premier du terme, un homme qui est amoureux de la nation, qui veut réconcilier les Français, et il est follement amoureux de la France. Et donc il veut tout faire pour réconcilier des Frances différentes. Et dans tout ce qu'il fait,
on le trouve justement dans ce discours équilibré de vouloir réconcilier les Français. Et même dans l'immigration. Je cite dans le livre différents extraits de discours qu'il a fait. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire il est contre l'immigration, au fond il oppose deux France, pas du tout. Il dit mais moi je ne suis pas contre l'immigration, je suis pour l'intégration. Je trouve important que les gens qui immigrent en France ne soient plus des immigrés, qu'ils deviennent des Français, qu'ils acceptent de rejoindre nos codes culturels. Et donc on retrouve, ce qui est un débat politique récurrent aujourd'hui, la question de l'assimilation. Faut-il finalement une France patchwork qui respecte les particularismes, les individualismes, les différentes cultures, ou au contraire, est-ce qu'il faut un creuset, une identité française à laquelle tout le monde se rattache, qui est adaptée avec des codes particuliers? Et ça, c'était la vision qu'il avait des choses et qu'une partie de la droite continue aujourd'hui encore d'avoir. Vous évoquez l'aménagement du territoire comme président des Hauts-de-Seine. Il a joué un rôle dans le développement du quartier de la Défense, parce que c'est sa période. Oui, alors il l'a joué d'abord en tant que député, puisque c'est le moment où à l'Assemblée nationale, lorsqu'il est jeune député des Hauts-de-Seine, passe un certain nombre de projets de loi pour quadriller géographiquement, urbanistiquement, ce que sera le projet de la Défense. Et puis ensuite, en tant que président du Conseil général, il a fait un premier mandat dans les années 70 avant d'y revenir dans les années 90. Il a évidemment suivi ce projet structurant pour les départements et bien d'autres. Je pense notamment au Pacte 92. Tiens, là encore un exemple de sa politique sociale qui était un des éléments qui ont préfiguré ce qui est aujourd'hui l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc c'était comment ne pas abandonner les quartiers, mais au contraire moderniser, aérer ces quartiers, leur redonner un coup de neuf. Il a fait beaucoup de choses pour les Hauts-de-Seine. Et il a formé toute une génération qui aujourd'hui encore est la génération qui dirige les Hauts-de-Seine, parmi les maires, parmi les jeunes députés, même si tout doucement avec le temps elle s'étiole. Et puis il a aussi fait beaucoup de choses pour la France, parce que vous évoquiez l'aménagement du territoire. Je pense aux zones de revitalisation rurale, c'est lui qui les crée en 1995. Je pense à tout un tas de mesures qui ont été créées sur la ruralité pour y favoriser l'implantation des médecins, etc. On a vraiment quelqu'un qui est soucieux d'assurer le bonheur des Français à travers une équité et une égalité des territoires. Vous citiez Patrick Ollier tout à l'heure, ils ont fait leurs armes ensemble. Patrick Ollier est toujours en fonction politique, il dirige le Grand Paris. Ça fait partie de la génération, effectivement. Il est maire de Rueil-Malmaison et président de la métropole du Grand Paris. Alors, non pas une génération qu'il a connue et formée en région parisienne, mais une génération qu'il a connue à Marseille, puisque c'est là que les deux hommes se connaissent pendant la campagne de Joseph Comiti en 65, et puis ils vont ensuite lier leur destin et se retrouver à de nombreuses reprises à droite. Quels sont les rapports entre Charles Pasqua et Gaston Defferre? Ils se sont succédés à l'intérieur. Il n'a jamais été tenté de lui succéder à Marseille? Non, la question ne s'est pas posée comme ça, parce que Gaston Defferre est déjà candidat en 1965, au moment où Charles Pasqua est encore au tout début de sa carrière politique, soutient Joseph Comiti, n'est pas encore député, donc Defferre a une longueur d'avance sur le terrain de l'engagement politique. Et puis, à partir du moment où Charles Pasqua vient s'implanter dans les Hauts-de-Seine dans les années 60, il veut rester fidèle à son territoire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Pasqua est élu député des Hauts-de-Seine en 68, il est battu en 73. Toutes les projections montrent qu'il est battu. Et Pierre Juillet, conseiller de Georges Pompidou à l'Élysée, dit à Pasqua, si vous représentez dans les Hauts-de-Seine, vous allez perdre, on peut vous aider à trouver une autre circonscription. Mais Pasqua est fidèle à son territoire et veut rester dans les Hauts-de-Seine, quitte à être battu. Et ensuite, il va rester pendant très longtemps l'homme des Hauts-de-Seine. Il en devient sénateur en 77, puis président du Conseil général, etc. etc. Donc, même s'il était très attaché à Marseille et de manière générale à la Provence, c'est un territoire où il n'est pas revenu politiquement après s'être installé à Paris dans les Hauts-de-Seine dans les années 60. Il s'est créé un fief finalement et il a bien développé et bien labouré. C'est le bon terme, il s'était créé un fief. Merci beaucoup Pierre Mananti d'avoir brossé la biographie, le portrait de Charles Pasqua, que vous publiez cette biographie chez Passé Composé. Les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro qui est actuellement en kiosque, qui est consacré à la géopolitique des montagnes, à la fois la guerre en montagne et aussi l'aménagement du territoire montagne. Et puis vous pouvez aussi retrouver nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.